que sont-ils devenus? Si je vous dis Cat de Luna, Daniel Powter, Taio Cruz, Carly Rae Jepsen ou encore Gauthier. Vous savez tout de suite que cette vidéo va faire appel à votre nostalgie. Ces artistes ont tout connu, le succès, la gloire, l'argent, et puis un jour tout semble s'être arrêté. Mais en réalité, ça dépend des profils. Alors s'agit-il réellement de One Hit Wonder? Quelles ont été les raisons de leur chute et surtout que deviennent-ils aujourd'hui en 2023? Réponse tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode parce que vous m'aviez beaucoup trop manqué. Entre temps, nous avons pu fêter les 2 ans de la chaîne, et s'il y a bien une chose que j'ai pu remarquer durant ces 2 années sur YouTube, c'est que vous adorez lorsqu'on se replonge dans nos classiques. Alors ça tombe bien puisque c'est exactement l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors plusieurs créateurs et youtubeurs se sont déjà attaqués à un tel sujet. Je pense à la chaîne de Tarmac, de Tataki, de Mojo ou encore de Seb Lafrite qui a fait une vidéo géniale à ce sujet. Alors je me suis dit pourquoi pas revenir avec un format de ce genre, version pop, en faisant comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire en y intégrant une série de fun facts sur toutes ces musiques qui ont bercé notre adolescence ou notre enfance pour les plus millennials d'entre vous. De Cat de Luna à Taio Cruz en passant par Ina et Carly Rae Jepsen, tous semblent avoir disparu de la circulation et pourtant, certains persistent dans le milieu de la musique, contrairement à ce que le grand public pourrait penser. Vous allez voir que certaines ruptures de carrière ont été très brutes, voire traumatiques, alors je vous invite vivement à vous installer confortablement et à rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je pense que vous allez être surpris. Et bien sûr, si vous êtes fan de pop culture et de musique pop, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous prépare un truc de fou pour les 100K et uniquement pour vous, donc allez-y, c'est le moment. Allez, on commence tout de suite avec une artiste que j'adore. Si je vous dis It's summertime, vous devez très certainement savoir que nous allons parler de Cat de Luna. Une artiste qui, je pense, a toujours été en avance sur son temps dans les années 2000. Une période incroyable, charnière pour les fans de musique pop. Beaucoup d'artistes semblaient voués à une grande carrière. Certains ont réussi à bâtir un empire. Je pense à Rihanna ou même à Lady Gaga. Et malheureusement pour d'autres, la route vers le succès n'a pas été aussi simple, ou du moins n'a pas été aussi pérenne. Si bien que beaucoup ont tout simplement disparu de la circulation, et tel est le cas de Cat de Luna. Ce qui peut paraître fou puisque lorsqu'on y repense, tout semblait bien parti pour elle. Enfin, je veux dire, la girl, elle débarque à seulement 19 ans avec un premier single, Wind Up, qui était tout simplement partout en 2007. Alors attention, c'était pas non plus un succès monstrueux, mais elle a tout de même réussi à se faire un joli top 10 en France et un top 30 aux États-Unis avec un premier single. Ce clip, il m'a beaucoup marqué et je suis certain que vous vous en souvenez. La voix, la danse, enfin elle avait tout quoi. À cette époque, beaucoup la comparent à Jennifer Lopez, à Shakira, et c'est vrai qu'on retrouve quelque chose de similaire dans la voix, mais elle est également comparée à Rihanna. Pour rappel, Riri avait déjà explosé avec Pon de Replay, avec SOS, mais surtout avec Umbrella. Et donc pour beaucoup, le projet Cat de Luna semblait être une réponse à ce succès. C'est en mai 2007 qu'elle débarque avec ce banger, Wind Up, en feat avec Elephant Man, et la chance lui sourit. Encore une fois, il s'agit de son premier single, c'est produit par Red One, qui est tout simplement inconnu au bataillon à cette période. Et pourtant, c'est bel et bien lui qui signera la plupart des plus grands tubes de Lady Gaga, Bad Romance, Poker Face, Just Dance, Alejandro pour ne citer que. C'est en ce sens que je trouve que Cat de Luna est pionnière sur le son Red One, un son qui a envahi les ondes en quelques années. Son contrat chez Epic Records lui permet de sortir un premier album, Nine Lives, sûrement en référence à son nom, Cat, et donc à la légende du chat qui détiendrait 9 vies. Oh wow! Oh wow! On peut le voir aussi comme une manière d'exprimer la pluralité des sons et des influences que contient l'album, de la pop, du R&B, du hip-hop, du dancehall ou encore des influences reggae. La production avait un côté unique et à cette période ça sonne très frais. L'album d'origine sort en août 2007 et un an plus tard sur d'autres territoires sous le label d'Akon, puisque ce dernier va entre guillemets la prendre sous son aile. D'ailleurs c'est sur cette version de l'album que Akon rejoindra Cat de Luna sur le titre Am I Dreaming, qui initialement était chanté en solo. Pour moi c'est la meilleure de l'album, on va l'écouter. Dreaming?
Pour assurer sa percée aux US, il y a également ce titre, Run the Show, qui sera cette fois-ci partagé avec Busta Rhymes, une chanson qui a bénéficié d'un succès bien moins important que Wind Up, mais qui a tout de même été un petit tube chez nous en France, rappelez-vous. Cat DeLuna avait beaucoup à offrir et avait les clés en main pour devenir la prochaine superstar de la pop latine, jusqu'à ce que sa carrière finalement soit complètement bloquée et malheureusement elle n'a jamais pu réitérer ce succès. Son premier album Nine Lives a eu un succès mitigé, si bien qu'elle perdra son contrat avec Epic Records. Néanmoins, elle a tout de même continué à se battre pour faire de la musique. En 2009, Cat DeLuna annonce la sortie d'un nouvel album et drop plusieurs titres sans pour autant connaître d'énormes succès. Peut-être vous rappelez-vous d'Unstoppable en feat avec Lil Wayne. Ou encore de Push Push avec Akon. Son deuxième album, Inside Out, sort finalement en novembre 2010, uniquement en Belgique et quelques mois plus tard en France et en Pologne. Il contiendra plus tard l'inédit Drop It Low, qui est pour moi l'un des plus gros bops de Cat DeLuna. Mais avant ça, elle sort un troisième single issu de cet album, il s'agit de Party O'Clock. Alors je vous en avais déjà parlé dans un épisode qui traite de ces chansons qui se ressemblent beaucoup, je vous la mets juste ici. En effet, pour rappel, la plupart des fans avaient noté des similitudes entre Party O'Clock et On the Floor de Jennifer Lopez. Il est vrai que le thème des deux chansons est très similaire et certaines paroles se ressemblent beaucoup. Et surtout, ce sont deux chansons produites par Red One. Cat DeLuna avait d'ailleurs réagi à cette mini-polémique en disant ceci. Ce sont des choses qui arrivent, ma chanson a fini par être un énorme succès à l'étranger, l'Inde a adoré et des nouveaux producteurs ont voulu travailler avec moi, donc c'était génial. C'est cool que des artistes comme J-Lo s'inspirent de mon son et de mon style musical, elle a clairement ouvert la voie à des latinas comme moi, je l'adore. Mais quant à J-Lo, elle a déclaré en interview qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire, ce que je doute très sincèrement. En mai 2012, Cat DeLuna continue son petit bonhomme de chemin, elle a fait une mini-tournée de 3 dates au Japon, elle apparaît sur plusieurs featuring qui bénéficient d'un succès plutôt confidentiel. Elle fera quelques concerts en Turquie en 2014. En 2015, elle sort le titre Bum Bum en feat avec Trey Songz. En 2016, un nouveau duo voit le jour. Il s'agit de What a Night en feat avec Jeremiah. Malheureusement, le projet de son troisième album évoqué depuis 5 ans a été reporté à de multiples reprises. 3 ans plus tard, en 2019, elle nous sort un petit bop qui s'appelle Last Night in Miami, qui là aussi est quasi passé inaperçu. Bref, je trouve ça un peu triste finalement que la lumière lui ait échappé au fil des années. C'est d'autant plus frustrant puisqu'aujourd'hui des artistes hispaniques explosent depuis plusieurs années. Encore une fois, je pense qu'elle était clairement en avance sur son temps. Peut-être qu'elle aurait pu bénéficier d'un succès plus conséquent si elle s'était lancée lors de la résurgence de la pop latine au début des années 2010. C'est une question que je me pose, après tout, la musique et le succès, c'est souvent une question de timing. Bref, justice pour Cat DeLuna, dites-moi dans les commentaires si elle figure toujours dans votre playlist. On continue cet épisode avec cet artiste qui est souvent considéré comme le One Hit Wonder par excellence. Il s'agit de Daniel Potter. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais impossible que vous soyez passé à côté de son tube Bad Day. Petite piqûre de rappel.
Une chanson qui nous rappelle que même si la vie est parfois compliquée, les choses ne feront que s'arranger avec le temps. Un thème qui est simple, mais finalement universel et fédérateur. La chanson sort en 2005 et deviendra un énorme succès lorsque Coca-Cola le synchronisera dans l'une de ses publicités. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de se plonger dans toutes ces musiques qui ont explosé grâce à des publicités. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud pour un épisode sur ce sujet. Bad Day a fait un joli top 3 en France, et surtout la chanson est restée 5 semaines à la première place des charts américains. D'ailleurs, lorsque la chanson a atteint la première place aux États-Unis, Daniel Powter est devenu le premier artiste canadien à se hisser en tête du palmarès américain depuis Nickelback avec How You Remind Me, sorti en 2002. Également un titre que j'écoutais en boucle à cette époque. Ce qui est fou, c'est que Daniel Powter était le premier surpris d'un tel succès, puisqu'à cette période, il n'avait pas forcément l'équipement nécessaire pour en faire un tube. Et pourtant, la chanson était littéralement partout. D'ailleurs, une enquête menée en 2008 par la British Performing Rights Society a révélé que Bad Day était la chanson la plus jouée au Royaume-Uni au cours des 5 années qui précédaient l'étude, juste devant Because of You de Kelly Clarkson et You're Beautiful de James Blunt. Des succès phénomènes comme ça, ce n'est pas si courant, ils apportent beaucoup de bien, beaucoup de visibilité, mais parfois le succès est tel que la chanson peut dépasser l'artiste et créer de l'ombre sur les projets qui vont suivre. Bad Day était donc son premier single à sortir sur un gros label, et malheureusement son seul succès de toute sa carrière. En ce qui le concerne, il a décrit Bad Day comme étant une bénédiction, mais également une malédiction. Je le cite, « Je faisais le tour du monde et je me produisais devant des milliers de personnes, mais j'avais l'impression que la chanson commençait à me définir en tant qu'artiste. En fait, j'étais en colère à ce sujet, la chanson m'a clairement dépassé. » Son deuxième album, Under the Radar, est sorti en 2008, mais quasi passé inaperçu. Puis les années ont passé et Daniel Powter a clairement disparu des radars. En 2020, il a sorti un single, Stupid Like This, et en 2021, une autre chanson avec l'artiste japonaise Ayaka Hirahara, qui s'appelle Save Your Life. Mais nous sommes évidemment très loin des chiffres qu'avait pu générer Bad Day. En revanche, Bad Day semble s'offrir une seconde vie grâce à TikTok, puisque la chanson a été utilisée plus de 300 000 fois à travers différentes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, puisque j'y poste régulièrement du contenu exclusif. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, une version speed-up de Bad Day a fait son apparition sur les plateformes. Bon, j'ai un avis assez tranché sur les versions speed-up, je trouve que ça dénature quelque peu la version initiale, mais franchement si ça peut lui permettre de recréer un moment avec son titre signature, il a raison de foncer. C'est le moment de le faire connaître auprès d'une génération plus jeune. Maintenant, impossible de faire une vidéo sur les One Hit Wonders sans aborder le phénomène Gauthier. Mais avant ça, si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne et je vous laisse activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci à tous pour la force. Cela fait maintenant 12 ans que Gauthier a conquis le monde avec l'un des succès les plus improbables de l'histoire. En effet, l'artiste a tout simplement été catapulté au sommet des charts avec cette chanson devenue classique, Somebody That I Used To Know, en feat avec Kimbra. It was over. She didn't have to cut me off, make out like it never happened, and that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and that feels so rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and then change your number. Guess that I don't need that. À la base, Gauthier n'avait pas pour ambition d'en faire un duo, mais c'est après avoir terminé le premier couplet de la chanson qu'il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose et qu'il devait introduire une autre voix. Mais ce qui est dingue, c'est que Kimbra n'était absolument pas le choix initial de Gauthier pour cette chanson. Voici ce qu'il avait déclaré. Il y avait cette chanteuse qui était assez connue en Australie, qui était prête à participer, mais qui a ensuite annulé la nuit juste avant de faire la prise de voix en studio. Gauthier a donc passé 5 mois à trouver la bonne voix pour cette chanson. Il a même essayé avec sa petite amie de l'époque, mais sa voix ne fitait pas avec la mélodie de la chanson. C'est finalement Kimbra qui a été recommandé par le mixeur de la chanson après que ce dernier ait produit son dernier album. Alors imaginez la frustration qu'a dû ressentir l'artiste ayant refusé le track lorsqu'elle a vu que la chanson avait explosé partout. Comme quoi ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une chanson. En effet, Somebody That I Used To Know a été un monstre dans les charts, je ne vous apprends rien. En Australie, le single a créé la surprise en restant numéro 1 pendant 8 semaines. Le précédent record remontait à 1996 avec le groupe Savage Garden avec Truly Madly Deeply. Somebody That I Used To Know a décroché la première place dans de nombreux pays.
dont l'Australie, la France, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas. Il fait partie des singles les plus téléchargés d'histoire digitale avec pas moins de 13 millions de ventes. Passé les records, le morceau est également sacré enregistrement de l'année lors de la 55e cérémonie des Grammy Awards le 10 février 2013 et le trophée sera d'ailleurs remis par Prince. A noter également qu'en avril 2012, dans un entretien accordé à Billboard, Gauthier a reconnu avoir utilisé l'introduction de Séville de Luis Bonfa. Il concédera alors une partie des redevances de la chanson à la famille du Brésilien malheureusement décédé en 2001. En effet, Somebody That I Used To Know sample ou du moins interpole la mélodie de la guitare. Écoutez. Gauthier a donc signé un accord qui attribue 45% des redevances de la chanson à la famille du Brésilien, le jackpot pour la famille en question puisqu'elle aurait reçu plus de 1 million de $. Bon, l'album de Gauthier, Making Mirrors, s'est plutôt bien comporté dans les charts, mais clairement surtout grâce à la force de frappe de la chanson, mais il a eu clairement du mal à reproduire un tel succès avec les singles qui ont suivi. Le deuxième, Eyes Wide Open, ne fera guère d'étincelles dans les charts. Alors depuis, l'artiste semble avoir un rapport particulier avec le fait de vendre sa musique, avec l'aspect commercial de la musique. Par exemple, il a refusé de nombreuses offres de la part de marques qui souhaitait utiliser sa musique dans des publicités. Il a également pris le parti de ne pas monétiser sa chaîne YouTube. Vous verrez qu'aucune publicité n'y apparaît car il est mal à l'aise avec le fait de vendre sa musique, ce qui peut paraître assez surprenant. Et pourtant, avec un nombre de vues supérieur à 2,5 milliards, cela aurait pu lui rapporter gros. Après le succès retentissant de Somebody That I Used To Know, Gauthier a lancé quelques labels indépendants, il s'intéresse toujours à la musique et écrit toujours. Cela ne lui pose pas de problème d'être étiqueté en tant que One Hit Wonder. Après tout, il a réussi à créer un classique des temps modernes et peut-être qu'il n'a pas forcément besoin de réitérer l'expérience. En résumé, il continue à travailler sur des projets artistiques et continue de chanter en mode semi-pro avec des amis à lui. Et donc le projet Gauthier dans son ensemble semble révolu. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, lui aussi est Somebody That We Used To Know. Je vous propose maintenant de parler d'une artiste pop que j'adore. On en a déjà parlé sur la chaîne, il s'agit de Carly Rae Jepsen. Alors Carly Rae Jepsen est souvent citée dans la catégorie des One Hit Wonders, un statut que je trouve complètement illégitime et injustifié dans le sens où si on prend le temps de s'intéresser à sa discographie, elle nous a sorti des bobs qui ont réussi à se faire une petite place dans les charts. Mais il est vrai que la plupart des titres sortis après Call Me Maybe sont quasi passés inaperçus. Ce que je trouve très frustrant puisque la plupart sont excellents. Après, il est impossible de la dissocier du phénomène. Il a juste eu besoin d'un petit coup de pouce pour devenir le monstre qu'il est devenu. Et ce petit coup de pouce, c'est Justin Bieber qui va le lui apporter. Alors que ce dernier écoutait la radio, il a immédiatement accroché avec Call Me Maybe, qu'il a ensuite diffusé sur ses réseaux. Carly Rae Jepsen a par la suite signé avec le manager de Justin Bieber et a chanté en première partie de sa tournée. Résultat, Call Me Maybe a commencé à être diffusé un peu partout. C'était plus qu'un hit incontournable, c'est devenu un véritable phénomène. Le titre est resté 9 semaines en pole position du Billboard Hot 100, c'est juste énorme. La dernière artiste canadienne qui avait réussi à accéder au sommet du classement américain, c'était Avril Lavigne en 2007 avec Girlfriend. En 2017, Billboard l'a même nommée comme étant la chanson ayant le meilleur refrain du siècle. Voici ce qu'avait déclaré Bonnie McKee à ce propos. Call Me Maybe est tellement fascinant parce que tout d'abord, la chanson est sortie de nulle part. C'est deux écrivains complètement inconnus qui écrivent la chanson du siècle. C'était intéressant parce que la mélodie est très simple, le concept est lui aussi très simple, mais c'est très original. Ce n'était pas dérivé de tout ce qu'on avait pu entendre auparavant. Alors, est-ce que Call Me Maybe sonne toujours aussi frais aujourd'hui ? Je ne pense pas tant il a été matraqué, mais c'est vrai que c'est devenu un classique. C'est clairement l'une des chansons de pop les plus efficaces de la dernière décennie. Après le succès de Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen a continué à sortir des sons. On l'a également retrouvé en duo avec Owl City sur le titre Good Time, un bob qu'on oublie trop souvent. En février 2014, elle interprète le rôle d'Ella dans la production de Broadway Cinderella aux côtés de Fran Drescher. Et en parallèle, elle avait déclaré en interview qu'elle travaillait sur son 3e album en droppant des noms qui sont tout simplement des légendes dans l'industrie, Max Martin, Benny Blanco ou encore Stargate. Elle revient l'année suivante avec un nouveau single, I Really Like You, qui semble reprendre la même formule que Call Me Maybe. Un joli succès, mais bien loin des scores qu'avait pu générer Call Me Maybe. Le
deuxième single de l'album sort en juillet 2015, il s'appelle Run Away With Me et devait prendre la relève. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs titres, je vous en parlais déjà dans le cadre de cette vidéo, mais malheureusement la chanson est quasi passée inaperçue dans le monde. L'album Emotion sort en 2015, il est juste excellent, les critiques sont unanimes, mais malheureusement il n'arrivera pas à se faire une place dans les charts. Je vous invite vivement à le streamer en masse parce qu'il est dingue, je pense à Warm Blood, mais aussi à Boys Problem, ou encore Making the Most of the Night, qui, fun fact, a d'abord été écrit par Sia. Elle avait d'ailleurs enregistré une version démo de cette chanson. Écoutez. En parlant de démos, n'hésitez pas à aller consulter ma dernière vidéo qui traite justement de ces démos qui ont été enregistrées par d'autres artistes avant qu'elles ne soient attribuées à d'autres pop stars. Je vous la mets juste ici. En 2017, Carly Rae Jepsen nous sert un autre bop qui s'appelle Cut to the Feeling. Bref, novembre 2018, Carly Rae Jepsen fait son retour avec l'excellent Party for One, puis un nouvel album, Dedicated, qui sort en 2019, un album toujours aussi pop, toujours aussi frais. L'opus aura également le droit à une part B en 2020. Le titre Feels Right est une bombe, tout comme Now That I Find You. En octobre 2022, Carly Rae Jepsen sort son 6e album, le 5e si on ne compte pas Dedicated Side B, un album qui s'appelle The Loneliest Time, que je vous invite vivement à écouter. J'espère sincèrement qu'elle arrivera à revenir sur le devant de la scène, parce qu'elle le mérite. Je trouve que c'est une artiste qui n'a jamais déçu à travers ses projets. Allez, on continue avec Taio Cruz. Pour le contexte, en 2010, la musique pop et dance est à son apogée. Je pense à des titres comme I Got a Feeling, Bad Romance, TikTok, Only Girl, California Girls, qui sont des chansons qui règnent sur les charts mondiaux cette année-là. Et un des artistes qui a participé à cette mouvance, c'est Taio Cruz. Grâce à Break Your Heart, mais aussi à l'énorme Dynamite. Petite piqûre de rappel. Taio Cruz est parfois cité comme étant un one-hit wonder, mais pareil ici, je ne suis pas forcément d'accord avec ce statut qu'on essaye de lui coller. Puisqu'après le succès de Break Your Heart, il a continué à sortir des singles qui sont loin d'être passés inaperçus. Et pourtant, l'artiste nous laisse cette impression d'avoir disparu aussi vite qu'il n'est arrivé dans nos iPods. Alors que s'est-il passé et que devient-il aujourd'hui? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant de lancer sa carrière en solo, Taio Cruz était auteur-compositeur pour d'autres artistes. Il a par exemple coécrit Without You de David Guetta et Usher, ou encore des titres pour Nick Jonas et The Wanted. Son premier album, Departure, se fait une petite place au Royaume-Uni, et à cette période, Taio Cruz était même en lice pour enregistrer une chanson que vous connaissez tous, Umbrella de Rihanna. Pour rappel, la chanson a été écrite avec Britney Spears en tête pour son album Blackout, puis Mary J. Blige aurait pu également s'emparer de la chanson, mais par manque de temps, cette dernière ne pourra pas l'enregistrer. Jay-Z et Rihanna ont donc insisté pour garder cette chanson tant ils y voyaient un potentiel énorme, et la suite de l'histoire, vous la connaissez, Umbrella a clairement changé la trajectoire de la carrière de Rihanna. Mais pour en revenir à Taio Cruz, cela ne lui empêchera pas d'avoir ses propres succès. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le premier gros succès international de Taio Cruz, Break Your Heart, est également le rejet d'une autre artiste. En effet, Break Your Heart a été initialement offert à Cheryl Cole pour son premier album solo. Cependant, au moment où elle a dit oui, il était déjà trop tard puisque la version de Taio Cruz était déjà diffusée en radio. Et après le succès de Break Your Heart, Taio Cruz est allé encore plus loin avec l'énorme Dynamite. Like
Dynamite a été coécrit par Taio Cruz avec des personnes dont on parle souvent sur la chaîne, à savoir Bonnie McKee, Max Martin et produit par Dr. Luke et Benny Blanco. D'ailleurs, selon Bonnie McKee, Dynamite était initialement prévu pour être chanté par Flo Rida. Le dernier single, Higher, a quant à lui connu un succès modéré, une chanson qu'il avait écrite de base pour Kylie Minogue, ce qui est assez fou quand on y pense puisqu'ils finiront par remixer la chanson en duo. Taio Cruz a donc sorti un troisième album en 2011 mais n'a pas réussi à réitérer sa performance dans les charts. Il a continué à publier des sons de manière un peu irrégulière et a continué à bosser dans la musique mais plus en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'il a investi davantage la dimension commerciale de la musique. Des projets business qui ne nécessitent pas forcément une présence publique et d'ailleurs il a toujours dit qu'il avait eu du mal avec la célébrité. En 2020, il a tout de même décidé de se lancer sur TikTok et malheureusement, il a dû faire face à une vague de haine et de messages très virulents sans raison valable. Et je vous assure, rien ne signifie un tel acharnement. Certaines personnes l'ont accusé de rechercher désespérément de la notoriété. Et en plus, je trouve ça dommage car je suis certain qu'il aurait pu nous glisser quelques secrets ou anecdotes de son passé dans l'industrie musicale maintenant qu'il s'est mis en retrait. Mais malheureusement, les utilisateurs de la plateforme en ont décidé autrement. Les messages haineux et le backlash fut si intense que cela a atteint sa santé mentale et il a également avoué avoir eu des pensées suicidaires à cette période. Le cyberharcèlement a été si loin qu'il a suscité des réactions de la part de plusieurs créateurs très reconnus, mais également de la part de TikTok eux-mêmes. Voici ce qu'avait déclaré l'un des porte-parole. Nous sommes des grands fans de Taio Cruz et nous sommes extrêmement déçus. Il a été victime de haine de la part d'un grand nombre d'utilisateurs et TikTok est un lieu sûr pour notre communauté, nous appliquant une tolérance zéro à l'égard de l'intimidation et du harcèlement. Nous sommes en discussion avec la direction de Taio Cruz et cette affaire fera l'objet d'une enquête auprès de notre équipe chargée de la sécurité. Bon, j'ai été sur son Instagram récemment, il semble avoir tout supprimé et n'a pas sorti de son sur les plateformes depuis 2020. Bon, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui il profite bien de sa vie loin des projecteurs et en tout cas, bravo à lui de nous avoir servi autant de sons qui nous replongent avec nostalgie dans les années 2010. Et enfin, je vous propose de vous parler de la reine de l'EDM, j'ai nommé Ina, qui nous a tous fait danser durant les années 2000. Il faut remonter un peu le temps pour comprendre son histoire. Ina se souvient avoir été passionnée de musique dès son plus jeune âge et elle a eu la chance d'avoir une famille qui l'a toujours soutenue dans cette voie. Pour lancer sa carrière, Ina propose 2 chansons au concours de l'Eurovision en 2008, mais aucune ne passe l'étape de la présélection. Mais c'est pas grave, elle ne se laisse pas abattre pour autant, puisqu'après plusieurs mois d'enregistrement chez les producteurs Play and Win, elle sort enfin son premier single, Hot. Premier single, premier succès. À la fin de l'année, la chanson se hisse parmi les titres les plus diffusés à la radio dans son pays natal, la Roumanie, devant des artistes tels que Rihanna, Madonna ou encore Lady Gaga. La chanson s'envole à l'international et se fait même une place dans les clubs américains en culminant à la première place du Billboard Hot Dance Airplay, aux côtés de TikTok de Kesha qui était également son premier single. Sa carrière va véritablement prendre de l'ampleur à l'international en avril 2009 lorsqu'elle signe un contrat avec Ultra Records, un des plus gros labels de musique électronique aux US, qui rassemble entre autres Tiesto, Fedde Le Grand ou encore David Guetta. Ina s'exporte donc à l'international et continue de sortir des singles, dont l'excellent Amazing. En France, Amazing fait ses débuts à la 2e place du classement. Le numéro 1 lui échappe de justesse puisqu'à cette période, elle est bloquée par Jessie Matador avec Allez Ola Olé. Cette même année, Amazing a également le droit à sa petite controverse. En effet, la chanteuse roumaine Anca Badiu a accusé les producteurs Play and Win d'avoir volé sa chanson. Son label aurait payé au producteur une avance de 1 500 € pour détenir Amazing. Seulement quelques jours après que la chanteuse ait enregistré Amazing et que l'argent ait été transféré, Ina a sorti Amazing en single. Voici ce qu'avaient déclaré les producteurs. Nous avons signé le contrat avec Media Pro Music, mais à un moment donné, nous avons réalisé que la version d'Anca ne pouvait pas être un succès, alors nous avons choisi Ina. L'histoire n'ira pas plus loin. Bref, son premier album Hot sort au printemps 2010, le deuxième I Am The Club Rocker sort un an plus tard, le 24 octobre 2011 en France, un album qui contient les tubes Sun Is Up ou encore Club Rocker. Play and Win est toujours à la production et je trouve qu'ils ont réussi vraiment à créer le son Ina. Néanmoins, cet album aura du mal à égaler les scores du précédent. Début de l'année 2013, elle dévoile More Than Friends qui rencontre un joli succès. On sent qu'avec ce 3e album, elle souhaite conquérir le marché hispanique. Une décision que je trouve très stratégique pour se renouveler, mais aussi pour conquérir un nouveau marché. Alors beaucoup pensent que Ina a complètement disparu de la circulation, mais je vous assure, c'est loin d'être le cas. En effet, elle a enchaîné une série de singles et d'albums, je pense à Good Time en duo avec Pitbull. D'ailleurs, début de l'année 2022, Ina a sorti un nouvel album qui s'appelle Champagne Problems. Donc
Donc non, on ne peut pas dire que Ina a complètement disparu des ondes, dans le sens où elle a quand même sorti 5 albums entre 2013 et 2023. C'est juste que son succès est désormais plus confidentiel et séduit aujourd'hui davantage son pays d'origine, la Roumanie et les pays de l'Est. Alors même si elle ne connaît plus forcément le succès d'antan, cela fait plaisir de la voir continuer à faire de la musique. Je trouve que c'est une artiste qui a eu un réel impact dans la musique dance des années 2000, avec un son qui lui était propre. Alors je vous invite vivement à découvrir le reste de sa discographie, et dites-moi dans les commentaires si elle figure toujours parmi vos playlists. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. J'ai plein de surprises qui arrivent dans les mois à venir. Je pense aussi faire une deuxième partie de cette série en s'attardant uniquement sur des artistes francophones. Je pense à La Rousseau, à Cherif Aluna, à Leslie ou encore à Jenali. Côté international, on pourrait également parler de Tattoo, de Alexandra Stan, de Chuck Kingston ou encore de All City. N'hésitez pas à me drop des suggestions d'artistes dans les commentaires et dites-moi aussi quel artiste vous souhaiteriez revoir sur le devant de la scène en 2023. Pour ma part, j'espère secrètement un retour de Nelly Furtado, un retour qui semble se profiler davantage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je lui avais consacrée il y a 2 ans où on retrace toute l'histoire de son album Loose. Je vous embrasse, merci à tous du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant ces 2 années sur YouTube. Vous êtes clairement mon plus beau cadeau, je vous aime fort, à très vite dans un prochain épisode. Ciao!